L'éclairage de plateau professionnel, ce n'est vraiment pas juste le fait d'allumer une simple ampoule au plafond. Pour les professionnels et les créateurs de contenu, maîtriser la lumière, c'est carrément une science ultra précise, celle qui transforme une image basique en une narration visuelle vraiment captivante. Cette analyse nous embarque pour un voyage assez fascinant, depuis le niveau microscopique d'un seul faisceau lumineux jusqu'à l'architecture macroscopique des studios de diffusion numérique modernes. L'idée ici, c'est d'explorer comment les lois de la physique de la lumière fusionnent littéralement avec les réseaux informatiques de pointe. Et c'est exactement comme ça qu'on crée les images qui sont consommées au quotidien. Alors, au programme de cette exploration, voici un vrai plan d'architecte. 1. La fameuse configuration en 3 points. 2. La température de couleur en Kelvin. 3. Le match entre CRI et TLCI. Et 4. Les protocoles de contrôle numérique. Section 1. La configuration en 3 points. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet en se rendant sur le plateau physique du studio. Parce que oui, avant même de configurer un réseau IP ou d'encoder un signal, il faut bien que la lumière frappe le sujet. C'est vraiment la base de tout. Cette configuration en 3 points, c'est un peu la méthode universelle, le grand classique enseigné dans toutes les écoles d'audiovisuel. Mais comment ça marche concrètement? D'abord, on a la keylight, la lumière principale. C'est le pilier de l'installation, généralement placé à 45 degrés du sujet, qui va fournir la majeure partie de l'éclairage. Ensuite, de l'autre côté, on trouve la fill light, ou lumière d'appoint. Souvent réglée à la moitié de la puissance de la lumière principale, son seul et unique job, c'est de venir déboucher et adoucir les ombres un peu dures sur le visage. Et enfin, la touche magique, le backlight, le contre-jour, perché en haut et derrière le sujet. C'est absolument crucial pour détacher la personne de l'arrière-plan, ce qui donne une profondeur en 3 dimensions à une image qui sinon paraîtrait super plate. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que cette configuration agit un peu comme les fondations d'une maison. Que ce soit pour une petite interview en extérieur au soleil ou pour un immense plateau télé, ces 3 points d'ancrage sont toujours là. C'est le passage obligé avant même d'ajouter la moindre petite complexité numérique à la production. Section 2, la température de couleur mesurée en Kelvin. Maintenant, on attaque la physique de la lumière. Il faut savoir qu'une simple petite variable va dicter fondamentalement la façon dont on perçoit une scène. C'est la température qui donne, en quelque sorte, la couleur émotionnelle et l'atmosphère d'une émission. Et cette température de couleur, on la mesure en Kelvin. C'est simple, plus le chiffre est bas, plus la lumière est dite chaude, avec des tons tirant sur le jaune et le rouge. A l'inverse, plus le chiffre grimpe, plus la lumière devient froide et va vers le bleu. Et gérer ça intentionnellement, c'est hyper important, pas juste pour faire joli, mais surtout pour avoir des carnations exactes. Personne n'a envie de voir des intervenants avec un teint jaune maladif à l'écran, on n'est pas dans un film de zombies quoi. Et ça illustre brillamment la psychologie cachée derrière l'éclairage. Les directeurs de la photo choisissent ces plages Kelvin pour dicter l'humeur d'une scène, de façon quasi subliminale pour le public. Entre 2700 et 3200 Kelvin, on a cette lumière ambrée qui imite le vieux tungstène, parfait pour créer de l'intimité ou de la nostalgie. À 5600 Kelvin, bim, c'est la lumière du jour. C'est net, c'est le standard absolu des journaux télévisés ou du sport en direct, parce que ça booste la clarté et la concentration. Et au-delà de 7000 Kelvin, on bascule dans le bleu intense, glacial, idéal pour les décors de science-fiction, le suspense ou les scènes d'hiver. Section 3. CRI contre TLCI. Quittons un peu le comportement physique de la lumière pour regarder du côté de l'œil numérique qui la capte, le capteur de la caméra. C'est là que se joue la distinction technique la plus cruciale de tout l'éclairage vidéo moderne. En fait, c'est là que la perception humaine et la réalité électronique se rentrent un peu dedans. L'indice CRI, pour indice de rendu des couleurs, a été pensé pour évaluer la fidélité des couleurs vues par nos yeux. Mais voilà, avec l'invasion des éclairages LED, un énorme problème a fait surface dans l'industrie. Des projecteurs avec un super score CRI avaient l'air parfait à l'œil nu sur le plateau, mais à la caméra, catastrophe. Ça donnait des dérives verdâtres ou magenta complètement inattendues. Pourquoi? Tout simplement parce que les capteurs électroniques ne voient pas du tout le spectre lumineux comme notre rétine. Et pour réparer ce chaos, le TLCI a été créé. C'est un indice conçu sur mesure pour simuler la réponse spectrale des capteurs vidéo. Et ça a été le jour et la nuit. Le chiffre magique ici, c'est 80. Un luminaire qui tape un score TLCI de 80 ou plus, c'est officiellement le Graal pour le broadcast. Atteindre ce standard, ça permet de réduire drastiquement le temps et l'argent considérable qu'on dépense d'habitude en post-production pour corriger les couleurs. Le rendu est juste impeccable dès la captation. Et cette petite répartition montre bien comment les différents métiers doivent choisir leurs armes. C'est un super arbre de décision pour s'équiper. Les photographes portraitistes, par exemple, ne jurent que par un cri très élevé parce que c'est la vue directe qui prime pour la peau. Les photographes de produits, eux, exigent l'excellence sur les 2 tableaux pour éviter la moindre déviation de la couleur de leurs objets. Mais pour le monde de la vidéo et du broadcast, la priorité absolue, ça reste un TLCI au-dessus de 90. C'est vraiment la garantie d'une image fluide, sans scintillement et sans aucune variation colorimétrique pour les capteurs vidéo.
Section 4. Les protocoles de contrôle numérique. On laisse le plateau de tournage derrière nous pour entrer dans l'antre de la régie. C'est là qu'on trouve l'infrastructure réseau, le véritable système nerveux qui permet aux immenses réseaux de diffusion modernes de tourner avec la précision d'une montre suisse. Toute cette histoire de contrôle numérique, ça a commencé avec une légende industrielle, le fameux protocole DMX512. À l'époque, c'était une vraie révolution de pouvoir faire passer 512 canaux de données dans un seul câble XLR spécialisé. D'un coup, on a pu automatiser l'éclairage, contrôler l'intensité, mixer les couleurs ou même bouger des centaines de projecteurs motorisés branchés à la chaîne, et tout ça en temps réel. Mais de nos jours, les productions exigent des milliers, voire des dizaines de milliers de paramètres. La suite logique, ça a été le grand saut vers l'infrastructure IP. Et là, on a deux poids lourds. D'abord ArtNet, un protocole capable d'envoyer de multiples univers DMX à une échelle massive via un simple réseau Ethernet. Et puis il y a SACN, la version multicast ultramoderne qui cible uniquement les appareils concernés pour éviter de saturer le réseau. Mais le truc le plus fou avec SACN, c'est sa gestion des priorités. Imaginons un peu, en plein direct d'un grand match de foot ou d'un concert, la console principale plante. Eh bien, une console de secours prend immédiatement le relais. À l'écran, c'est transparent, pas un seul écran noir ou clignotement n'est perçu par les spectateurs. Voir ces infrastructures dévoile vraiment la complexité incroyable cachée derrière chaque image diffusée sur nos écrans. Au fait, pour soutenir la création d'autres analyses approfondies de ce genre, laisser un petit j'aime, s'abonner et partager ses réflexions dans les commentaires aide énormément la chaîne à grandir et à proposer toujours plus de décryptage. Et pour boucler cette analyse de l'écosystème audiovisuel, une petite réflexion s'impose. Alors que les éclairages physiques sont désormais entièrement définis et pilotés par des logiciels ultra sophistiqués, à quoi va ressembler le studio de diffusion de demain, totalement automatisé par l'intelligence artificielle? Est-ce que les couleurs, l'intensité ou les mouvements s'adapteront tout seuls, en temps réel, à l'humeur de l'intervenant sans aucune intervention humaine? C'est une frontière technologique fascinante qui ne demande qu'à être franchie.